Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Jacques Brel nous a quittés voici 47 ans jour pour jour. Vous faites revivre l'homme aux chansons immortelles dans un roman où Paul Gauguin est également présent afin de rendre votre tableau encore plus vivant. Bonjour Marie Lebé. Bonjour Jacques. Alors, je vous avais reçu il y a 3 ans dans les clés d'une vie pour évoquer votre parcours de comédienne, votre vie avec Dominique Rocheteau, votre reconversion dans un roman qui s'appelait La valeur des rêves. Et là, aujourd'hui, vous publiez Les Marquises, un roman aux éditions du Rocher, un roman où Brel est présent. D'abord, avant de parler de Brel, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa disparition, pourquoi avoir eu envie de faire ce livre? Vous connaissiez Jacques Brel avant ? Oh, bien sûr. J'ai fait ce livre pour mes enfants et puis... je trouve que la vie est on est tellement dans la sinistrose que Brel mettait un peu de bonheur et de lumière dans l'époque, et j'avais envie de le raconter à mes enfants. Et puis et puis voilà. Et puis je voulais comprendre aussi pourquoi à chaque fois que j'entendais une chanson de Jacques Brel, j'avais les larmes aux yeux et ça me mettait dans un état comme ça, comme Barbara ou Piaf. Cet homme allait directement dans mon âme. Et dans l'âme de beaucoup de gens. Alors, dans ce livre, il y a également Gauguin, on en parlera tout à l'heure. On va évoquer Brel, car vous en parlez beaucoup dans ce livre, et on va raconter son parcours à travers des dates clés. La première, c'est le 21 septembre 1953. C'est sa première audition à Paris, au Théâtre des Trois Baudets, devant Jacques Canetti. En fait, Jacques Canetti a été directeur de Radio Cité dans les années 30. Après la guerre, il a créé ce Théâtre des Trois Baudets, où il a fait débuter Brassens, De Vos et Brel, qu'il avait remarqué chez Patachou. Et c'est vrai que cette audition était importante. En fait, je crois que il avait fait un 78 tours en Belgique que personne n'avait écouté. Il en a vendu 200 à sa famille. 200 à sa famille, exactement. Et sauf qu'il y a un exemplaire qui avait atterri chez Canetti. Et Canetti était avec Brassens, et en écoutant ce disque, il dit tiens, ce petit Belge, je voudrais le faire venir. Et donc Brel débarque en France avec l'adresse de Canetti, un rendez-vous de Canetti, mais il connaissait personne et personne ne le connaissait. Oui, il avait pris même un billet de 3e classe et le train mettait 6 heures pour venir à Paris parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais quoique ses parents l'ont aidé beaucoup. Il avait pris un billet de 3e classe parce que il voulait laisser plus d'argent à Mich, sa femme, qui avait et les enfants, donc il voulait pas gâcher de l'argent. Alors Canetti lui dit vous avez un physique pas facile, mais il l'engage quand même en levée de rideau. Il l'engage en levée de rideau pour lui faire plaisir, et puis ça marche pas. Je crois que c'était en levée de rideau de Mouloudji. Exactement. Voilà. Ça marche pas, et un jour il a pas le temps de dîner, et Brassens qui était là lui apporte un sandwich en scène qu'il va manger entre 2 chansons. Ah, c'est pas vrai. Ah, ça je savais pas. Et d'ailleurs Brassens c'est le seul qui à ce moment-là lui remonte le moral. Ah oui, et puis c'est le seul qui croit en lui. Il faut dire aussi que à l'époque c'était pas le Brel qu'on connaît maintenant. Il chantait, ses chansons étaient très troubadour, moyenâgeuse, mamie. C'était pas le Brel affûté qu'il va devenir plus tard, 1 an, 2 ans après, quoi. Son premier passage à la télévision en France, c'est dans une émission de Jacqueline Joubert, où il sort d'une sorte de cage et il chante une chanson qui effectivement ne ressemble pas à toutes celles qu'il créera ensuite. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, j'ai ma mie. Leclerc, je crois. Auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs et les grands boulevards. Moi, je m'en fiche karma. Cette chanson, effectivement, c'est dans l'esprit Trenet qu'il adorait. D'ailleurs, il a dit de Trenet un jour, sans Trenet, nous serions tous des comptables. Mais c'est pas encore le style de Brel, parce qu'il cherche son style à l'époque. Ah oui, complètement. Et d'abord, au départ, il écrivait ses textes pour trouver un interprète. Oui. Et puis, il s'est mis à les interpréter parce que personne ne voulait de lui, quoi. Et franchement, c'était pas bien. Et c'est Suzy Delair, je crois que c'est le Brassens l'envoie au, je me rappelle plus, au caveau de la Huchette, ou je sais plus
Non, Brassens a envoyé Brel chez Suzy Lebrun, Voilà, qui exactement. tenait un cabaret à Paris. Qui s'appelait l'Échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, Voilà. qui a engagé Brel à l'essai, et ça a marché. Et Brassens croyait tellement en Brel qu'un jour où Brel voulait repartir à Bruxelles, parce qu'il y avait un critique qui avait dit Oui. nous signalons à Monsieur Brel qu'il existe d'excellents trains pour Bruxelles, lui a dit dans un café continue, tu vas gagner. Et à l'époque, il l'appelait, je sais pas, l'abbé Brel. Vous savez pourquoi? Oui, il l'appelait l'abbé Brel. Et pourquoi? Parce qu'il était toujours avec ce côté boy scout. Oui, et puis il avait une sorte de pull qui ressemblait à une chasuble. Ah oui, complètement. Mais oui, c'est ça. Mais aussi, cette femme va lui dire rase ta moustache, arrête de te mettre de la gomina. Et puis, à partir de elle l'engage à l'échelle de Jacob, où de temps en temps il passe. Et à ce moment-là, il commence à apurer son style, à être plus profond, et à avoir beaucoup moins de clichés, et de se débarrasser de toutes ces oripeaux. Et le Brel commence à naître. Voilà, il faut savoir qu'au début, sa profession était théoriquement de devenir directeur commercial de l'entreprise familiale, qui était une entreprise de carton, Brel et compagnie, et ça l'intéressait pas du tout. Bah oui, parce qu'en fait, il a été viré du collège. Il faut dire que son professeur de flamand, il signait ses cahiers avec la patte de son chat, donc il était très insolent et tout. Il se fait virer de l'école à 17 ans. Ce qu'il a fait de plus terrible, un jour il arrive avec son cartable, il fait sonner un réveil pendant la classe, il ouvre le cartable, il y avait un réveil cassé. Ah oui. Il faut être fou pour faire ça. Ouais. Donc il est viré et donc il rentre dans l'entreprise familiale. Donc il est viré, son père le fait rentrer dans la cartonnerie familiale, il a 17 ans, il se fait pousser la moustache pour se faire respecter, il doit vendre des cartons... Et à ce moment-là, il va jouer au football avec les ouvriers de l'usine. Il fait très low profile dans l'usine de son père. Il est très discret, il se sent pas évidemment à sa place. Et le week-end, il va jouer ses petits textes dans les hôpitaux et il rencontre aussi il va dans l'association La Franche Cordée, qui était une association catholique qui aidait les jeunes après la guerre à retrouver un petit peu d'espoir. Et là, c'est une association catholique de gauche. Et là, c'était très important dans sa vie parce que ça l'a complètement été sa colonne vertébrale, je pense, de ce qu'il est devenu. Voilà. Il faut savoir aussi, Marie Lebet, que ses débuts dans le cabaret, c'est à la Rose Noire à Bruxelles, où il chante ses premières chansons, qu'on a totalement oubliées aujourd'hui. Et il est payé, je crois, l'équivalent de 1 euro par spectacle, avec en prime une bière tous les soirs. Et alors, ce que vous savez pas, c'est que son père, qui avait honte par rapport qui voulait pas que les ouvriers de l'usine sachent que leur fils branquignole dans les cabarets le week-end à Bruxelles, lui avait dit, tu prends un pseudonyme. Et il s'était fait appeler Jacques Bérel, le fantaisiste. Exactement. Et ça marchait pas du tout, personne s'y intéressait. Pas du tout. Et en même temps, il va arriver à Paris, il prend le risque, qu'en est-il engage, il va prendre une chambre d'hôtel, l'hôtel idéal, et puis une petite chambre pas loin de Pigalle, où il y a plus de cafards que de nourriture. Ah oui, et puis il est dans la dèche la plus totale, il est désespéré, il appelle les impresarios, personne ne le reçoit. Le soir, il traverse Paris pour chercher des cabarets et tout. Niet, il n'y a rien. Il a un petit carnet, je ne sais pas si vous le connaissez, où il a noté jour après jour ses dépenses et ses recettes. Ah oui, oui. C'est extraordinaire. Il est à la Fondation Brel aujourd'hui à Bruxelles. On voit la misère dans laquelle il est. Ah, il était dans une misère totale, oui, c'est sûr. Avec Barbara aussi, c'est l'époque aussi, avec Barbara... Et Aznavour, qu'il croise à Montmartre quand il se produit dans un cabaret, le Tire-Bouchon. Exactement, ils font la plonge après et en fait on leur autorise de chanter une chanson s'ils font la plonge après. Exact, c'est un restaurant, il y a la mère Catherine. Geneviève, je crois. Il y a Geneviève et la mère Catherine, ils font ça. tous les deux. Et il y a dans ce cabaret aussi un autre débutant qui chante, qui s'appelle Jacques Revaux, qui deviendra plus tard le compositeur de My Way. Bien sûr. Et donc, ils partent en tournée, faire des petits galas avec Brel à l'époque, sans imaginer ce qui va leur arriver à tous les deux. Ouais. Est-ce qu'on pouvait imaginer à l'époque que Brel deviendrait une star et une légende ? Est-ce qu'on pouvait imaginer... En tout cas, c'était un être, depuis qu'il est petit, c'était un être solaire, où il arrivait quelque part, tout le monde, il devenait le leader. Il y avait...
c'était une star. Je veux dire, c'était la star de son école. Où qu'il aille, il devenait, il attirait les gens et il irradiait. Donc après, il a travaillé énormément. La gloire a mis du temps à venir et il a travaillé parce que c'était quelqu'un qui était doué pour tout. Et qui travaillait beaucoup. Il y a beaucoup de textes qu'il a jetés. Et c'est quelqu'un, quand il faisait quelque chose, il le faisait avec une minutie, pas comme un amateur. Quand il a commencé l'avion, il était capable presque de piloter des avions de ligne. Quand il a appris le bateau, quand il était toujours à l'heure, toujours oui, mais très méticuleux. Il disait, le génie, ça n'existe pas. Il y a 95% de travail et 5% de génie. Bien sûr. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, Brel écrivait ses chansons debout derrière un chevalet. Je sais. Parce que il voulait souffrir comme les textes de ses chansons. Exactement. Il voulait le vivre dans son corps, quoi. Il l'a montré sur scène. Et il l'a montré quand on voit dans quel état il était en sortant de scène, transpirant, enfin tout son corps parlait et c'était un interprète de génie, quoi. Comme Piaf aussi, Piaf avait ça, quoi. Oui, et lui était encore plus investi dans sa passion de l'écriture et de ce qu'il racontait que Piaf. Ouais. Il faisait aussi, mais autrement. Ça, c'est la première date. Et il y a une autre date, d'ailleurs, que vous évoquez dans votre roman, c'est le 23 juillet 1963. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie Lebet pour parler de Jacques Brel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie Lebet, qui a écrit un roman, Les Marquises, aux éditions du Rocher, où vous évoquez entre autres Jacques Brel. Et comme nous sommes le 9 octobre et qu'il nous a quittés voici 47 ans, c'est l'occasion de parler de votre roman, mais aussi de Brel. Et j'ai trouvé dans ce livre une date, le 23 juillet 1963, qui est un souvenir de concert à Knokke-le-Zout, en face du casino devant la plage. Vous en parlez, alors est-ce que vous l'avez vécu ou est-ce que c'est un souvenir imaginaire ? Je ne sais pas. Je l'ai pas vécu parce que j'étais trop jeune, mais tout est vrai parce que j'ai fait une enquête comme une enquêtrice. En fait, la veille, c'était un concert mythique parce que toute la salle s'était levée. La salle un peu huppée s'était levée pour l'acclamer et tout. Et Brel était, avant de monter sur scène, il était mais liquéfié par le tract. Il vomissait de trac. Et en plus, ce concert-là, il avait une rage de dents. Toute sa vie, il a eu des rages de dents. Il a souffert des dents, d'ailleurs. Et il avait une rage de dents terrible. On lui avait enlevé 2 prémolaires. Donc, quand il souriait, il avait l'air d'un cheval. Enfin, c'était affreux. Et d'ailleurs, justement, ce côté cheval, il s'en est moqué dans une chanson. J'étais bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je traînais, madame, votre landau, jolie madame, dans les rues de Bordeaux. Alors, il se trouve que, effectivement, il a souffert des dents. Quand il écrivait, c'était insupportable. Et une de ses filles, la 3e Isabelle, a tenu pendant des années un centre équestre. Et jusqu'en 2015, et aujourd'hui, elle se consacre aux personnes en fin de vie. Donc, il y avait cette passion du cheval familiale. Et c'est vrai que ces concerts avec Brel à cette époque, on n'imagine pas ce que c'était. Je crois qu'il en faisait 300 par an, ce qui est impensable aujourd'hui. Ah, mais c'était incroyable. C'était une addiction. Il faisait un concert pratiquement tous les jours, même le dimanche. Parfois, après le concert, quand un copain lui demandait de venir pour telle association, il refaisait un truc à 11h du soir. Et puis alors, ce que je voulais dire, le truc le plus incroyable quand même, c'est que c'était l'époque des hippies, des grosses tournées à la Johnny Hallyday avec des camions, trucks, des spots et tout. Et lui était complètement à contre-courant de son époque. C'était un jeune homme avec les cheveux courts, en costume, et qui racontait les tracas d'un pauvre gars avec sa boîte de bonbons ou des vieux, l'histoire des vieux en Flandre, quoi. Il était complètement à contre-courant de tout et pourtant il a réussi à percer alors qu'il ne suivait pas du tout. Il était atypique et pas du tout la mode de l'époque.
Voilà. Il était atypique, Brel, jusqu'à ses déplacements, Marie Lebet. Alors, il avait une déesse c'était lui ou Jojo, son secrétaire, qui la conduisait. Et dans le coffre, il y avait toujours 2 projecteurs s'il n'y avait pas assez de projecteurs dans la salle quand il arrivait. Oui, parce qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire, contrairement à tous les autres qui arrivaient avec du matos pas possible, lui, il prenait pratiquement le micro qu'il y avait là. Il se baladait juste avec un projecteur s'ils n'en avaient pas là-bas. Il y avait une chaise, les musiciens et rien d'autre. Mais il répétait chaque geste, chaque soir avant le spectacle. Ah oui, ils arrivaient... d'abord, dans les tournées, à chaque fois, ils se faisaient des restos... c'était des restos tout le temps, les 5. Il n'y avait pas beaucoup de femmes sur la tournée, elles n'étaient pas tellement acceptées. Et donc, ils se faisaient des gueuletons pas possibles. Brel repérait tous les restaurants... sur le parcours, puis ils arrivaient vers 2h et ils répétaient tout. Et là, ça rigolait beaucoup, même si lui, il rigolait tout le temps, Brel, dans la vie. Mais à partir du moment où il travaillait, je peux vous dire que c'était... il n'y avait pas... c'était d'un professionnalisme. Voilà. Mais j'ai vu des images de Brel, justement, répétant. Et celle de Piaf répétant, c'était le même point. C'est-à-dire, Piaf arrivait à 17h, elle réglait les lumières, et après, elle répétait chaque geste et changeait, en fonction du public et de ce sentiment, l'ordre des chansons. C'est une chose qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Non. Alors, il se trouve qu'effectivement, il se concentrait. Je ne sais pas si vous savez, une particularité pour se concentrer avant de monter en scène, il cirait ses chaussures. Oui. C'est vrai. Il remontait ses chaussettes et puis près du rideau, il piétinait comme ça. C'est comme un athlète, quoi. Et les concerts duraient 45 minutes, pas 1 minute de plus, parce que les rappels, c'était pas son truc. Non, il ne voulait pas de rappel et non, il ne voulait pas de rappel et puis il était très proche et très distant en même temps. Oui, mais il voulait pas de rappel pour une raison. Il disait, est-ce qu'on demande à un comédien de prolonger une pièce de théâtre ? Et effectivement, il était le seul avec Sinatra et Trenet à ne pas faire ce genre de choses. Ah oui. Et c'est vrai que quand on écoute le public, c'était presque une messe quand il était en scène. Je ne sais pas si vous avez des images, le public est silencieux. Ah oui, c'est ça, comme Barbara, d'ailleurs. Les deux sont assez... c'est quelque chose presque pas de religieux, mais de tellement charismatique qu'on est suspendu. Voilà. Et on se souvient aussi de Amsterdam, qu'il a écrit en fait une nuit sur une plage dans le midi de la France, parce qu'il ne savait pas quoi écrire. Il l'a mis en 3e position à l'Olympia en disant cette chanson ne marchera jamais. À la fin, le public s'est levé et il l'a bissé et il ne l'a jamais réenregistrée. C'est extraordinaire. Mais c'est comme Les Marquises. Cette chanson, il l'a écrite très vite, en une matinée. Et il pensait qu'elle allait pas marcher, il voulait la retirer de l'album parce que tant que Brel ne suait pas, ne travaillait pas, il avait l'impression que c'était pas bon. Alors que cette chanson, il l'a écrite, elle est tombée toute seule et il n'avait pas. On va en reparler tout à l'heure, mais il y a une autre chanson aussi qui est mythique dans le répertoire de Brel et qui reste un mystère. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, un jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Et c'est vrai que cette chanson, il l'a écrite sans imaginer que ce serait la chanson de la délivrance. Il a eu le grand prix du disque et il a dit à l'époque, j'ai débuté pendant très longtemps, j'ai débuté pendant 3 ans, ça a été très long. C'est vrai que cette chanson a changé sa vie. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que sans cette chanson, il ne serait peut-être pas devenu le Brel. Alors, il se trouve que les tournées se déroulent, mais après le spectacle, il ne se couche pas. Il traîne dans les bars, je ne sais pas si vous le savez. Ah ben ça, bien sûr. À 7h du matin. Oui, parce que il ne pouvait pas tenir en place. Et puis, de toute manière, il dort très peu. Et après, il ne dort pas, il s'effondre. Oui, il s'effondre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit épuisé physiquement. Parce que pour lui, dormir, c'est une perte de temps. C'est quelque chose de presque... c'est la mort, c'est une petite mort. Et en fait, en province, avec Jojo... après le spectacle, on est encore tout excité, donc c'est difficile de trouver le sommeil. Donc, en fait, ils allaient au bordel. Parce que pas tellement pour draguer les filles, parce qu'à la limite, je crois qu'ils les regardaient même pas. Ils étaient tous les deux en train de refaire le monde. C'était uniquement parce que c'était les seuls endroits en province qui étaient encore ouverts et où ils pouvaient parler devant un verre et refaire le monde.
Et Pierre Bachelet, qui est mort trop jeune, qui était le sosie de Brel, un jour, il va justement dans une maison close. On dit « Oh, monsieur Brel, on ne vous a pas vu depuis 2 mois. » Non. Si. On l'avait confondu. Et puis, de temps en temps, il rentre chez lui. Et là, c'est beaucoup plus calme quand il est chez lui avec Thérèse, sa femme. Silence total. On écoute de la musique classique, on se repose. Oui, de toute manière, il écoutait de la musique classique, même dans la DS, pendant qu'il faisait ses tournées. C'est vraiment la seule musique qu'il écoutait. Il n'écoutait pas tellement les autres artistes de sa génération. Il a toujours écouté de la musique classique, aux Marquises, toute sa vie. Et jeune aussi. Et après, il avait 2 vies. Il avait sa vie en Belgique, oui. Tous les mois, quand il revenait. Il était accueilli comme un chef africain. Tout le monde était... c'était la fête, ses filles l'accueillaient et tout. Puis il avait sa double vie en France. On va en reparler justement. Voilà. Mais il se trouve que cette vie avec Thérèse Miche, vous l'avez rencontrée pendant la Franche-Comté. Au départ, c'était une fille très sérieuse. Alors Miche était plus âgée que lui. Au départ, ils sont rencontrés vers l'âge de 17. Lui avait 17 ans, elle devait avoir 20 ans. Elle était blonde aux yeux bleus. Tous les garçons de la Franche-Comté étaient amoureux d'elle. C'était la plus belle, d'ailleurs il le dit, Brel. Et elle trouvait ce garçon assommant parce qu'il gesticulait tout le temps. Lui trouvait que c'était une petite bourgeoise avec sa petite croix, sa petite chemise et ses petites jupes. Et puis finalement, un jour, on les nomme pour s'occuper du réveillon de la Saint-Sylvestre. Ils s'embrassent et 2 mois après, ils se fiancent. C'est extraordinaire. Donc c'est le premier amour de Brel et il se marie avec elle. Quand il se marie avec elle, les parents sont obligés de signer le registre de mariage parce qu'il a 18 ans ou 20 ans, je crois, et elle a 23 ans. Donc elle est plus mûre. Et ça sera la reine de son plat pays et il ne divorcera jamais. Et il lui écrira jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Il se trouve qu'ils ont 3 enfants, donc Chantal qui est décédée, France et Isabelle, France qui s'occupe de la fondation. Et quand il rentre à la maison, il surveille les études. Les notes sont pas toujours bonnes. Et dans ces cas-là, il dit « Les filles, si vous continuez comme ça, je connais un couvent en Alsace où vous serez très bien pour finir vos études. » Car il était très dur de ce côté-là. Il a été très dur avec ses filles, mais c'est pas ça. C'est que Brel, moi j'ai une photo de lui, de Brel déguisé en Peter Pan avec ses petites filles. C'est un adolescent, ça a été un enfant, le fils de sa mère et de son père, très protégé, un enfant unique. Il est incapable d'être père. Donc il a des rapports avec elle très amis, comme des copains, quoi. Exactement. Mais il a tellement d'autres qualités. Voilà. Une autre date importante dans son parcours, c'est le 16 mai 1967. On en parle dans quelques instants avec Marie Lebet sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie Lebet. Nous sommes le 9 octobre et aujourd'hui, eh bien, ça fait 47 ans que Jacques Brel nous a quittés et vous avez écrit un roman, Les Marquises, aux éditions du Rocher, qu'on va évoquer tout à l'heure très longuement, mais surtout, vous évoquez largement Brel et vous évoquez ce parcours unique et qui s'est terminé le 16 mai 1967 à Roubaix, parce qu'on parle toujours de l'Olympia. Exact. Mais ce sont ses adieux définitifs et parmi les chansons de ce récital, il y a celle-ci. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. Je ne sais pas si vous savez, Marie Lebet, mais à la fin de chaque chanson, il s'est tourné vers son accordéoniste en disant « Celle-là, on la refera plus jamais ». Ouais. C'est extraordinaire. Ça, c'était à l'Olympia. Ah non, c'était à Roubaix. Exact. Parce qu'en fait, tout le monde pense que la dernière était à l'Olympia. C'est pas vrai. Il est retourné à Roubaix. Il a fait une tournée. Où il a débuté. Pour quelle raison déjà? C'était prévu dans la tournée. Ça, c'est autre chose. Et pourquoi il terminait à Roubaix? Parce que c'était le plan prévu dans la tournée. Il n'y avait rien pas d'autre explication. Il avait des dates de tournée fixées par son impresario Charles Marouani. Et Roubaix était la dernière date dans le contrat. Ah ouais. C'est tout simplement ce qui avait été organisé quelques mois à l'avance. D'ailleurs, cette chanson Vesoul, on entend Chauffe Marcel. Oui. On s'est toujours demandé ce que ça signifiait. En fait, d'après Marcel Azola lui-même, c'est que Chauffe Marcel, ça évoque le soleil dans le Nord qu'on appelle Marcel. Ah ouais? C'est pour ça la vraie raison. Ah, je ne savais pas. Alors, Brel a fait ses adieux. Quand il les fait au départ, quand il les annonce, personne n'y croit. Personne n'y croit. Et sauf Brel, lui croit. De toute manière, il en avait marre. Et puis Brel, il est toujours à la recherche de quelque chose. Il se remet tout le temps en question. Il en avait marre. Il avait l'impression de se parodier.
Il en avait marre aussi de la fatigue, de dormir dans des hôtels, de l'alcool. Il avait l'impression qu'il se répétait et il voulait faire autre chose. Oui, et en même temps, quand on voit ses déclarations au début des années 60, il dit « Je ne serai pas chanteur toute ma vie, j'ai envie de faire du théâtre, d'écrire des livres, de voyager. » Et d'ailleurs, Philippe Bouvard m'a raconté un jour que Brel lui a dit en premier « Je vais arrêter la scène ». Bouvard ne l'a pas cru et n'a pas publié l'article. Donc c'est parce que effectivement personne n'y croyait. Et Brel a dit « C'est curieux, personne ne voulait que je commence, personne ne veut que je m'arrête. » Exact. Parce qu'il avait beaucoup d'humour. Oui. Et c'est vrai que il en avait tellement assez, il pensait vraiment avoir tout dit. Tout dit sur scène. Sur scène, oui. Parce que c'était trop fatigant. Il sentait que son corps lâchait, quoi. Parce qu'il dormait très très peu. Et il avait envie de faire autre chose. Ouais. Et puis quand Brel dit quelque chose, il le dit pas 2 fois, il le fait. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Alors, le dernier soir est mythique. En novembre 66, je crois qu'il y a 20 minutes de rappel à l'Olympia. Il arrive en chaussettes, dans son peignoir rayé. Et parce qu'il pouvait pas faire autrement. Il pouvait pas faire autrement, mais enfin moi quand je vois ça, j'ai les larmes aux yeux. Et puis lui, pas du tout. Je crois qu'il était vraiment content d'arrêter. Oui. Et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que après ses récitals à l'Olympia, pendant les 15 jours, il allait chez Suzy Lebrun donner un récital pour la remercier de l'avoir aidé au début quand personne ne croyait en lui. Voilà, exactement. Et il a sauvé Suzy Lebrun de la faillite à cause de ça. Parce que ça, c'était quand même une qualité de Brel. C'était un homme d'honneur, de parole, et qui était d'une générosité pour les gens qui l'avaient aidé. Il l'oubliait jamais, quoi. Il oubliait jamais ça, et donc il était capable de traverser la France pour un ami, pour venir en aide à un ami ou quelqu'un qui l'avait aidé. Il faut savoir que Suzy Lebrun, on ne le sait pas assez, était une femme presque inculte. Elle ne savait pratiquement ni lire ni écrire. Elle avait une enveloppe où elle mettait l'argent des artistes dedans, et elle récupérait l'enveloppe à la fin de chaque... après le service, quand quelqu'un avait pris l'argent. Mais elle avait un talent exceptionnel pour découvrir les talents. Et puis elle nourrissait tout le monde. Elle faisait, il paraît, les meilleures omelettes de Paname. Et le petit Brel, quand elle lui a dit d'enlever la gomina et sa petite moustache, il crevait de faim. Ils allaient tous bouffer chez elle. Et il l'a remercié pour ça. Oui. Et puis il y a une autre chanson mythique dans le parcours de Jacques Brel. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Chanson mythique aussi. Alors, la question... Est-ce que vraiment cette chanson est dédiée à Suzanne Gabriello, qui partageait sa vie à l'époque, Marie Lebet? Qui saura, qui saura. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, j'ai le souvenir, quand j'étais petite, à l'âge de 10 ans, mon père est rentré à la maison avec Suzanne Gabriello. Et il m'a dit, tu vois, qu'il y avait une tête de femme d'un certain âge, un peu... enfin, c'était pas la jolie fille qu'elle était avant. Et il m'a dit, c'est la femme pour qui Brel a écrit, c'était son banquier. C'est la femme pour qui Brel a écrit Ne me quittez pas. Alors, on dit que... Moi, je crois que c'est toutes les femmes, parce que normalement, on dit que c'est Suzanne Gabriello. Mais je crois que, vous savez, souvent, un auteur met plusieurs personnes dedans, et c'est peut-être personne de précis. Alors, il se trouve que Suzanne Gabriello était la fille d'un grand chansonnier, Gabriello. Elle débutait, d'ailleurs, et Brel a eu un coup de foudre pour elle. Elle habitait Montmartre, et il allait dans le café en face, la suivre pour vraiment essayer de lui parler, parce qu'il n'osait pas au début. Et puis, ils sont partis en tournée ensemble, et effectivement, il y a eu cette liaison qui s'est terminée. Qui a duré longtemps. Qui a duré longtemps, oui. Qui a duré longtemps, et il était, je crois que c'était il est tombé vraiment amoureux d'elle, quoi. Ah, et complètement. Alors, Mich était au courant. Mich a toujours dit que cette chanson n'était pas dédiée à Suzanne Gabriello. Donc, ça rejoint un peu votre thèse. Moi, je serais tentée de le croire, parce que ça peut être aussi bien pour Mich, ça peut être pour toutes les femmes, de toute manière. Oui, car Brel, il ne faut pas le cacher, est resté marié, mais il a eu plusieurs doubles vies, Marie Lebet. Comme Albert Camus, oui, il a eu plusieurs doubles vies, et il a aimé... mais il s'est marié à l'âge de 18 ans, ou de 20 ans, enfin, je veux dire, il a vécu, quoi, parce que... Bien sûr, mais pendant des années, et moi je l'ai appris quelques années après sa mort, il y a eu Sylvie, qui vivait à Paris dans le 15e arrondissement, où il avait... Sylvie Rivet, qui était une ex de Gainsbourg. Exactement. Et qui était attachée de presse chez Philips.
Et il a vécu 10 ans avec elle. Et personne ne l'a su. Personne ne le savait, et comme un deuxième mariage. Mais c'était Brel. De toute manière, il aurait jamais. Il avait du mal aussi de quitter une femme pour une autre, mais de toute manière, il s'était engagé avec Mich, et donc il n'aurait jamais divorcé. Et voilà. Et Sylvie, d'ailleurs, en a eu marre parce qu'elle se sentait comme une femme de marin en attendant son homme qui était sur les routes de France. Complètement. Alors, il se trouve donc, il arrête l'Olympia, avec l'Olympia et Roubaix, et puis il va revenir 2 ans plus tard avec un spectacle dont la chanson principale est devenue culte. Rêver un Don Quichotte. impossible rêve, porter le chagrin des départs. L'homme de la Mancha au Théâtre des Champs-Élysées. Je ne sais pas si vous avez vu des images de ce spectacle. Bien sûr, j'en ai vu, mais ce que je veux dire, c'est que Don Quichotte, c'est vraiment Brel. C'est Brel. C'est vraiment un rôle qui lui colle à la peau. C'est le même genre de personnage, quoi. C'était vraiment un rôle pour lui. En fait, il voit ce spectacle un jour à Broadway, dans sa version originale. Il a le coup de foudre. Il demande les droits au producteur. Le producteur dit oui, à condition que vous jouiez le rôle. Il connaissait Brel. Brel ne voulait pas au début. Il a accepté. Et ça a été vraiment des moments de folie, parce que c'était aussi encore plus dur que de se retrouver à l'Olympia pendant 45 minutes. Je sais pas. Et il y avait au départ Dario Moreno. Voilà, et après, il y a eu quelqu'un d'autre. En fait, Dario Moreno, qui était à l'époque une grande vedette, faisait Sancho Panza. Il avait le physique pour ça. Et les premières représentations ont lieu à Bruxelles. Et puis il y a un arrêt et il va disparaître dans des conditions mystérieuses dans le hall d'un aéroport avant de prendre l'avion. Il a été assassiné. On ne sait pas si c'est une histoire. Non. Si. Ah, je ne savais pas. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une histoire de garçon parce qu'il aimait les hommes? Est-ce qu'il a été rançonné? On n'a jamais su. Et Robert Manuel, qui était à l'époque à la Comédie Française, qui était un fan de Molière et qui avait repris le théâtre de Marigny, a repris le rôle en 4 jours. Incroyable. Je ne savais pas. Et ça, ça a été un immense succès. Oui. Alors, en revanche, le spectacle, je sais pas si vous savez, a perdu de l'argent, car ça coûtait tellement cher tous les soirs qu'il perdait de l'argent. Et Jean-Jacques Vital, qui était le producteur, avait dit on va se rattraper pendant la tournée. Mais Brel n'a pas fait la tournée. Et pourquoi? Parce que je pense qu'à l'époque, il était déjà malade. C'est-à-dire que c'est les premiers signes de la maladie. Mais il ne le savait pas, en tout cas, parce qu'il l'a appris après. Non, mais je pense qu'il y a eu des premiers signes de maladie, c'est ce que raconte la légende, qui sont nés pendant Don Quichotte, pendant l'homme de la Mancha, et qui ont empêché Brel d'aller jusqu'au bout de l'aventure. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Alors, c'est vrai que c'était un autre Brel qu'on découvrait là. Oui, le Brel, acteur, c'est un homme de scène, il a toujours été un homme de... c'était la scène quand même. Après le cinéma, c'est autre chose. Quand il a fait du cinéma, évidemment... il a rencontré... comment il s'appelle Il a rencontré Claude Lelouch au départ. Non, Claude Lelouch, mais Lino Ventura. Et Lino Ventura s'est noué entre eux une énorme amitié. C'était son Jojo à lui. C'était un peu comme Jojo, quoi. Oui. Le même genre de personnage. Ils sont extrêmement bien entendus. Oui. Il a fait quelques films, mais je pense que là où on voit le film qui lui ressemble le plus, c'est Fanfan la Tulipe, où on voit le vrai Brel. Après, il y a L'Emmerdeur. L'Emmerdeur, où c'est génial, mais surtout, grâce à ça, il a appris le cinéma instinctivement et il a eu envie, Brel, de devenir réalisateur. Ah ça, c'est Brel. Il veut toujours aller plus loin. Donc, il a voulu être réalisateur. Il a fait un film que personne connaît. Enfin, personne connaît. Bien sûr que vous le connaissez. Avec Barbara, qui s'appelle Franz et qui est un chef-d'œuvre. Je pèse mes mots. C'est son premier film. C'est complètement... Ça se passe... En Belgique, Barbara joue une femme mystérieuse. Il y a Léonie, Léonie, et le film est magnifique. Et après, il a fait un deuxième film, Far West, qui était complètement raté, qui est passé au Festival de Cannes. Tout le monde, il s'est fait assassiner, la critique l'a assassiné, et Brel en a été meurtri. Et c'est là où il a voulu partir à l'autre bout du monde et quitter le monde du showbiz, de la presse et tout, parce que son amour-propre était complètement
après ce festival de Cannes et après Far West. Voilà. Il se trouve que Barbara était une grande amie à lui. Il disait, elle a un grain et un beau grain. Et donc, ils ont tourné ensemble, elle a fait ça pour lui. Et Far West, c'était un souvenir d'enfance, les terrains vagues de son quartier, où il s'imaginait en train d'être un cow-boy sur les routes de l'Ouest. C'était le point de départ. Et effectivement, le film n'a pas marché. Il y avait Daniel Evenou dans ce film. Dans les deux films. Dans les deux films, oui. Mais et la blessure, c'est le genre de blessure qui ne peut jamais se cicatriser, car quand Brel est blessé quelque part, il ne s'en remet pas facilement. Il s'en remet, ouais, vous avez tout à fait raison. Il s'en est jamais remis et il était quand même très susceptible, fragile, très fragile. Enfin, fragile. C'est pas le mot. Il était. C'était un artiste et tout. Oui, voilà. C'était un artiste et donc il avait ses sentiments. Et effectivement, il a été blessé. Et plus tard, il a voulu refaire de la scène et du cinéma. Et je pense que s'il avait vécu, en tout cas, c'est ce que m'a expliqué un jour Charlie Marouani, son impresario, il serait remonté sur scène quelques années plus tard. Ça, on n'en sait rien. Ah, ça, en tout cas, je le tiens de son impresario qui a vécu avec lui jusqu'à ces derniers jours, qui a partagé sa vie. Ça, c'est le Brel, effectivement, qu'on connaît. Et puis, le Brel, vous l'évoquez dans ce livre. Donc, on va évoquer à travers la date d'aujourd'hui, le 9 octobre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie Lebet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie Lebet. Donc 9 octobre aujourd'hui, l'anniversaire des 47 ans du départ de Jacques Brel. Et puis à cette occasion, je vous ai invité parce que vous connaissez bien le sujet, mais vous avez écrit ce roman Les Marquises aux éditions du Rocher, qui est un roman qui est inspiré d'une des dernières chansons de Brel. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. C'est vrai que cette chanson, il a la voix intacte alors qu'il a un demi-poumon en moins. C'est incroyable. Ça m'a fait penser à Johnny Hallyday dans son dernier. Sa voix était intacte quelques mois avant de mourir. Et Brel, il se vidait comme un tube de dentifrice. Il n'avait plus de... Et quand il a enregistré ça au Marquis sur sa petite mini-cassette... de rien, il avait qu'une hantise, c'est de pas arriver à la fin de la phrase. Alors il y avait l'homme de maison qui mettait une couverture sur les perruches, qui allait chasser les coqs du cimetière qui descendaient dans son jardin, parce qu'il suffisait que le coq fasse cocorico, il devait recommencer au début. C'est quelque chose d'incroyable. Sa voix est intacte et alors qu'il s'est soufflé. Voilà. Mais moi, j'ai assisté à l'enregistrement d'une chanson de ce dernier album. Eddie Barclay m'a fait un cadeau, m'a dit, tu le dis à personne, tu viens. Et je suis allé au studio Hoche et j'étais en coulisses, donc dans la régie, et j'ai vu Brel arriver, salué par les musiciens, car ils étaient au grand complet, se mettre, chanter une chanson, c'était Les Remparts de Varsovie, la refaire une fois, écouter les deux prises et s'en aller avec les musiciens qui étaient debout et l'applaudissaient. Ouais, on m'a raconté ça, c'était extraordinaire. Ouais. Alors, ce livre, pourquoi ce livre aujourd'hui, effectivement, et pourquoi les Marquises sont-ils au cœur de ce livre, Marie Lebet? D'abord, j'ai été aux Marquises et quand j'ai été aux Marquises, dans le petit cimetière, je me suis demandé comment deux génies, si on parle du livre là maintenant... Bien sûr. Comment deux génies comme Brel et Gauguin se sont retrouvés là, dans cette île perdue au milieu du Pacifique. Oui, car Gauguin est enterré à côté de Brel. Et surtout, j'ai trouvé beaucoup finalement de points communs. Tous les deux, au même âge, se savaient condamnés et ont choisi ces îles pour passer les 2 dernières années qu'il leur restait à vivre. Alors je me suis dit, mais pourquoi ? Et en fait, quand on va là-bas, c'est tellement... la nature est tellement belle et funèbre, et que Olivier de Kersauzon me disait que c'est une île qui laisse présager ce que sera le monde d'après. C'est pas du tout Tahiti, le lagon, tout ça. C'est une île avec une beauté... incroyable, mais cruelle, dure, austère, et d'ailleurs qui ressemblait à Brel. Et je pense que ces deux artistes ont voulu transcender la mort avec la nature. On se sent tout petit, peut-être que ça aide à imaginer le monde d'après, et j'ai pensé ça.
Alors, on sait que Gauguin est mort dans la misère en vivant dans une baraque, mais vous avez vu, et vous le décrivez dans ce livre, Marie Lebey, la maison de Jacques Brel, qui était quelque chose de très modeste. Alors non, la maison de Jacques Brel, en fait, elle a été rasée parce c'était une maison très modeste avec un toit en tôle, en bois, avec quelques pièces. Enfin, Lumière, Brel n'a jamais été intéressé par les maisons, la décoration. Il se fout de l'endroit où il dort. C'était pas un homme qui s'attachait à ça. Ce qu'il voulait, c'était ce qu'il y avait dans son assiette et être bien habillé, mais il se foutait de ça. Alors la maison, c'était une petite maison en tôle, avec un toit en tôle, des murs en bois, et elle a été rasée parce qu'elle était imbibée d'eau. Et d'ailleurs, le climat est tellement humide là-bas qu'on se dit, mais comment ce type qui avait mal aux poumons, qui était malade, a choisi de vivre en hauteur avec un climat pareil? C'était pas bon pour lui. Et la maison, donc, je l'ai pas vue, mais j'ai vu des photos, plus qu'elle a été rasée, et ils ont construit une maison après. Par contre, quand j'étais là-bas, j'ai vu les propriétaires. Et en fait, ce que j'ai vu des photos. Et donc, je me suis attachée, et tous les témoignages, aux objets. Donc, j'ai raconté les objets qu'il y avait dans cette maison. Alors, il se trouve que le point de départ de votre roman, c'est un jeune garçon qui est envoyé aux Marquises par sa grand-mère, et elle dépense l'équivalent d'un tableau pour qu'il puisse découvrir cette île. Exactement. Et sa grand-mère lui demande de déposer du sable de Knokke-le-Zout sur sa tombe. Et en fait, sa grand-mère, qui s'appelle Moira, son petit-fils ne sait jamais si Jacques Brel a été son amant ou pas. Il ne le saura jamais, parce que même si tout est vrai dans ce livre, j'ai tenu à ce qu'il soit poétique. Voilà. Et donc, il va aller là-bas, et voilà. Et après, il faut lire le livre. Voilà. Et il y a un autre personnage qui arrive, qui est envoyé pour faire une étude sur Brel. C'est un académicien français qui arrive là-bas pour justement pour Gauguin. Alors, parce qu'en fait, j'ai fait un roman, même si tout est vrai, c'est un roman. Donc, j'ai fait partir 2 bateaux, ce qui est comme ça dans la réalité. Un bateau style Le Ponant, où il y a un académicien qui est en train d'écrire une série sur Gauguin, et un cargo où il y a ce jeune étudiant en littérature envoyé par sa grand-mère qui va retracer la vie de Brel. Parce que je voulais que l'idée du voyage, c'est la traversée, c'est les préliminaires, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et donc, c'est une espèce de traversée initiatique. Et je voulais que la vie de ces personnages, avant de les retrouver aux Marquises, on ait en tête leur vie, leur existence. Et Gauguin a eu une vie assez agitée, qui a commencé en France, il y a eu le Danemark, il y a eu plein de pays. Ça n'a pas été simple pour Gauguin non plus avant de se retrouver aux Marquises. Mais alors, Gauguin, il avait un talent inouï pour se mettre tout le monde à dos. C'est-à-dire, c'était un anarchiste qui, je pense qu'il devait être bipolaire. Et qu'il avait des crises comme ça où il s'emportait, il était détesté, et où qu'il aille, tout le monde finissait par le détester, sauf aux Marquises, son voisin Tioca, qu'il aimait beaucoup, le pasteur, mais il s'était mis à dos, tous les missionnaires. Mais il faut dire qu'en arrivant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une statue du grand missionnaire de l'époque, de lui à poil avec sa maîtresse devant bon, donc ça pouvait pas forcément se passer bien, quoi. En fait, vous évoquez dans ce livre aussi pourquoi Gauguin est arrivé. Il a fait un héritage, en fait, pour arriver aux Marquises. Il a eu un peu d'argent alors qu'il n'avait rien. Et il avait connu quelques soubresauts dans son parcours, notamment à Papeete, je crois. Et vous évoquez le roi Pomar V, qui était le dernier roi de Tahiti. On a oublié qu'à Tahiti, avant de devenir une république, il y avait un roi. Ouais, bien sûr. Ce roi a tout vendu à la République française, moyennant la Légion d'honneur et quelques sous. Et il arrive le jour de la mort. Gauguin arrive à Tahiti le jour de la mort du roi. Mais toute sa vie, il a vécu dans la misère la plus totale. À un moment, il a eu un petit héritage d'un oncle qu'il a dilapidé dans les bars en invitant tous ses copains. Il n'avait plus rien. Mais à la fin de sa vie, quand il est parti aux Marquises, il a vécu un tout petit peu mieux parce que Vollard lui donnait de l'argent tous les mois et qu'il avait une bande de copains qui l'ont donné. Mais il a vécu dans la misère la
plus noir. Et dans ce film, dans ce livre, vous évoquez un film mythique qui est Les Révoltés du Bounty, et notamment Tarita, la femme de Marlon Brando, Marie Lebé. Oui, parce que c'est bizarre, dans les tableaux de Gauguin, les femmes sont assez hommasses et ont des attaches. Les hommes sont plutôt féminins, bizarrement, quand on voit les cavaliers sur la plage, ont des corps plutôt graciles, et les femmes sont assez hommasses avec des attaches comme ça, belles, mais un peu avec des grosses attaches. Et en fait, les femmes plus fines, comme c'est celles qui ont des ascendances chinoises, quoi. Et effectivement, Tarita, c'était une figurante dans le film Les Révoltés du Bounty. Exactement. Marlon Brando, on l'a remarqué, a exigé qu'elle rentre dans le film pour travailler. Elle a eu le rôle principal. Voilà. C'est la mère de Cheyenne. Et ils ont eu 3 enfants ensemble, et c'est la mère de Cheyenne. Ouais. Et c'est vrai que Brel et Gauguin sont, et on le comprend dans le livre, deux inventeurs, chacun à leur manière. Brel a inventé une forme de chanson, et Gauguin est l'un des maîtres de l'impressionnisme. Oui, alors la différence entre les deux, c'est que, si vous préférez, si je n'ai pas trouvé dans la personnalité de Paul Gauguin la lumière qui irradie dans ses tableaux, parce que c'était un type assez sinistre, un sinistre personnage dans la vie, qui n'avait aucune empathie. Alors, est-ce que c'était parce qu'il était un peu bipolaire, mais il n'y avait que son travail qui était sa religion, et il n'avait pas d'empathie, et il a fait du mal à beaucoup de jeunes femmes là-bas. Il a laissé 15 enfants dont il ne s'est pas occupé. Il a filé la syphilis à toutes les vainées, les mères de ses enfants. Enfin bon, c'était un sinistre personnage. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Il serait en prison immédiatement. Bien sûr. Alors, et ma question était comment un personnage aussi sinistre peut peindre ses petites victimes, ce prédateur de vainées peut peindre ses petites victimes avec tant de une lumière aussi biblique, et comme des vierges de la Renaissance, magnifiques et tout. Tandis que Brel, dans la vie, a été, en tout cas aux Marquises, a aidé la population, était généreux, a vraiment s'est donné aux autres, quoi. Et était extrêmement sympathique, quoi. Oui, il prenait l'avion, il avait son avion personnel, et il partait chercher le courrier sur une île lointaine, voisine, pour ramener le courrier aux habitants de l'île. Ouais, et par exemple, un jour, il y avait un petit garçon qui était entre la vie et la mort. Et il a emmené ce petit garçon dans son avion. Il est parti le soir. Il a demandé aux habitants de monter avec leur voiture pour éclairer la piste. Et il a emmené, c'était 5 heures d'avion pour l'emmener à l'hôpital à Tahiti. C'était le premier vol de nuit, d'ailleurs, entre les Marquises et Tahiti. Oui, l'avion et le bateau, c'était vraiment les deux passions de Brel. Il a acheté la Scoy où il a commencé à faire un tour du monde. Et s'il n'était pas tombé malade, il ne se serait pas arrêté aux Marquises. Non, en fait, vous savez quoi, le problème, c'est quand il était... d'abord, c'est un miracle qu'il soit pas mort, parce qu'il est parti dans des conditions... c'est incroyable qu'il soit arrivé déjà aux Marquises. Et en fait, il était déçu par son bateau. Il trouvait que son bateau n'avait pas de talent, parce que son bateau était trop lourd. Il avait plus physiquement la force de diriger un espèce de bateau comme ça, avec des cuivres, des bois lourds, où il fallait au moins 10 personnes dessus. Et lui, il était seul avec Madely. Heureusement, Madely était là, parce qu'elle l'a beaucoup aidé sur le bateau. Au départ, il y avait France, sa fille, mais qui n'a pas tenu le choc, et qui un jour est partie brusquement, et son père l'a regretté, je crois. Oh, ça, c'est une tragédie. C'est une mésentente, une fâcherie entre eux qui est terrible, et pour l'un et pour l'autre. Mais France, aujourd'hui, défend la mémoire de son père, en sachant qu'il y a cette blessure qui n'a jamais cicatrisé. Oui, et elle défend formidablement bien la mémoire de son père. Alors aussi, une chose, c'est quand je suis arrivée aux Marquises et que je me suis penchée sur la tombe et que j'ai vu la sculpture de Jacques Brel et Madely. Ça m'a fait un petit choc, parce qu'en fait, j'étais venue pour voir le grand poète qu'il était, et je comprenais pas pourquoi il y avait ce portrait de Jacques Brel et de Madely qui était encore vivante. Et puis, pas de la famille aussi. Et en fait, on voyait le couple, et moi, j'étais venue voir Jacques Brel et pas l'homme, l'artiste, et pas l'homme.
Madeleine a été très importante dans sa vie, Très. les dernières années. Après, on l'a totalement oubliée. Elle avait vécu avec quelqu'un d'autre de célèbre avant. Je ne sais pas si vous le savez, c'est Oui, Alain, je sais. Alain Delon. Oui, je sais. Voilà. Et Brel et Delon disaient on est beaux-frères tous les deux, puisqu'on bon a connu la même femme. Ouais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, Brel représente pour la génération quelque chose qui n'existe plus. Ah oui. D'ailleurs, je ne sais pas comment il réagirait dans le monde aujourd'hui, dans le monde dans cette espèce d'époque un peu glauque dans laquelle on vit. Je ne sais pas s'il aurait eu sa place. En tout cas, il n'est pas mort de son cancer, mais d'une pneumonie. En fait, il venait à Paris quelques jours. Il se cache dans les toilettes de l'aéroport d'Orly pour échapper aux paparazzi. Et il prend froid. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver à l'hôpital sous un pseudonyme et nous quitter le 9 octobre 78. À l'hôpital franco-musulman de Bagnolet, je crois. Exactement. Voilà, bah écoutez, ce livre permettra de retrouver Brel, Gauguin, effectivement, avec des points communs que personne n'avait évoqués, Les Marquises, et c'est un roman vrai finalement, Marie Lebé. Ah oui, tout est vrai, mais après, moi, j'ai voulu surtout faire partager tout le bonheur que j'ai eu de passer ces 2 années avec Brel et tout ce qui m'a... La lumière de fréquenter un personnage comme ça. Une lumière qui, à mon avis, n'est pas prête de s'éteindre. Non. Ça s'appelle donc Les Marquises, ces auditions du Rocher. Merci Marie Lebé, merci de l'avoir écrit et merci de connaître aussi bien Jacques Brel. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.